tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Front-End Chronicles. Je suis Benjamin Ozano et je suis accompagné de Denis Souron. Bonjour à toi Denis, comment vas-tu ? Bonjour à toi Benjamin, ça va super. Aujourd'hui épisode automnal, il commence à plus faire très très beau mais bon c'est pas grave, nous on continue de faire du front derrière nos PC. Et on a décidé de nous réchauffer un peu les méninges en parlant de gestionnaire de paquets aujourd'hui en JavaScript. On a longtemps hésité à vous partager ce sujet, parce qu'effectivement, ça touche quand même la bordure extérieure du sujet front-end, mais c'est quand même intéressant, parce qu'il y a quand même pas mal de questions que nous, on s'est posées en tant que développeur, d'abord, et puis en tant que développeur front, quand surtout on essaye de faire un npm install et que ça ne fonctionne pas, surtout. N'est-ce pas, Denis ? Exactement. Et puis surtout, je pense que c'est l'occasion de faire un récap un peu de l'historique, une partie qu'on a vécue ou pas, et ensuite, aujourd'hui, faire le point, en fait, où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est satisfaisant ? Et peut-être, est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui peuvent émerger ? Et on attaque le vif du sujet avec Node. Et qu'est-ce que Node ? Alors Denis, tu as peut-être ta définition propre de Node aujourd'hui. En tout cas, moi j'en ai une très claire si tu le souhaites. À la limite, je veux bien commencer et comme ça tu donneras une formulation pas de problème. On fait comme très ça. Cadrée. Alors du coup, pour moi, Node, c'est un runtime JavaScript, donc c'est une manière d'exécuter du code JavaScript. JavaScript, c'est un langage interprété, je le rappelle. Et comment ça fonctionne de manière très simplifiée ? C'est le moteur V8 qui est dans Google Chrome et dans tous les Chromium, qui est embarqué dans un exécutable avec quelques API qui permettent de manipuler le file system et des choses un peu annexes, voilà, des choses qu'on peut avoir quand on a un runtime assez classique. Exactement, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. J'allais juste te dire que c'est un runtime JavaScript, et il y en a qui vont jusqu'à dire que c'est une plateforme de développement, parce que ça embarque effectivement pas mal de librairies, et y compris le fameux FS Event, FS File, enfin voilà, pour pouvoir manipuler directement le système à partir de Node. Et ça, c'était quand même assez novateur, parce que avant Node.js, on ne faisait pas de JavaScript côté back, et encore moins du JavaScript en ligne de commande. On faisait que ça dans les navigateurs. Pour info, Node.js a été créé par Ryan Dahl en 2009. Et ensuite, son développement et sa maintenance ont été effectués par l'entreprise Joyent. Et pour information, peut-être que Ryan Dahl, ça vous dit quelque chose, parce que c'est aussi le créateur de Deno. On en parlera un petit peu après. Il est partout, c'est incroyable. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'il en avait tellement marre de Node.js et que le projet, en fait, ça lui a un petit peu échappé des mains et il a remis les mains dans le cambouis pour recréer quelque chose que lui préfère. Donc aussi un runtime JavaScript et TypeScript, d'ailleurs, puisque TypeScript est compatible nativement avec ce moteur-là, mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et donc, si on revient sur le sujet de gestionnaire de dépendance, voilà, on a parlé de Node au début. Pourquoi Node c'est important ? Comme tu le disais, c'est que ça pouvait aussi être considéré comme un environnement de développement. Et Node, par le biais de ses dépendances aussi, nous aide à développer, et pas seulement que sur du back-end. Ça nous sert tous les jours aujourd'hui à construire une appli front, en fait, avec ses dépendances. Donc en fait, on peut construire, par le biais d'un runtime plutôt orienté back-end, une appli qui sera exécutée dans notre navigateur. Et donc du coup, on est obligé de s'intéresser un minimum à qu'est-ce qui se passe. NPM, je pense que vous connaissez, c'est embarqué avec Node. Donc quand vous installez Node, vous avez une version de NPM qui vient avec. Et puis vous pouvez aussi avoir des concurrents que nous, on va présenter comme Yarn ou PNPM. Et justement, on va commencer par NPM. Alors, NPM a été embarqué dans l'installeur de Node dès le 12 janvier 2010. Et ce qu'il faut savoir, c'est que NPM, c'est à la fois donc un gestionnaire de paquets, donc un package manager, mais également un package registry. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous allez interroger pour aller récupérer vos dépendances. Voilà, aujourd'hui, tout un chacun peut créer une petite librairie, une petite bibliothèque, et le pousser sur ce registry pour pouvoir justement le partager au plus grand nombre. Quels sont les problèmes que va venir résoudre NPM ? Et bien en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, surtout Denis, on a besoin, dans un projet JavaScript, potentiellement de ne pas réinventer la roue. Comme tout autre langage, il y a des choses qui ont déjà été faites, et très bien faites, et on va aller tirer ces dépendances, on va aller chercher ces librairies, par exemple, sur NPM.js, et ensuite, NPM va venir les installer sur notre ordinateur. Et c'est là où la résolution de paquets devient un problème que NPM va essayer de résoudre. La première version de NPM a installé d'une certaine façon en fait ces packages. Quand vous avez besoin d'un package A, B et C,
Tout simplement, lui, ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait installer A, B et C. Et si A dépendait de B, il allait l'installer dans son package interne et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque package qui avait besoin d'autres packages, même s'ils avaient déjà été téléchargés au même niveau de structure de dossier, il allait quand même les installer dans le dossier inférieur. Et donc vous imaginez bien que c'est pour ça où tous les mèmes en fait de Node avec les Node modules sont sortis à ce moment-là, c'est que vous pouviez avoir énormément de fichiers. Aujourd'hui aussi, mais encore plus à cette époque-là. Et donc en fait, l'approche elle est quand même assez intéressante, surtout, on le verra peut-être plus tard, par rapport au déboire actuel des dépendances NPM. Mais là, on se dit que, typiquement, ok, ça prend beaucoup de place, mais il ne peut pas y avoir de conflit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez déjà dû vivre des conflits, alors, bon, tu as des librairies qui sont réutilisées partout et qui ne vont pas faire de conflit ou très peu de conflits, ça va être par exemple du Lodash. Par contre, il y a d'autres librairies qui peuvent être problématiques, je pense typiquement à Webpack. Si vous commencez à jouer avec Storybook, qui a la bonne idée d'embarquer une version Webpack 4 et une version Webpack 5, et que vous avez aussi votre Webpack à vous pour faire votre front, et bien au final, vous allez avoir 3-4 versions de Webpack, plus toutes les autres qui sont tirées pour des raisons diverses et variées, et en fait, vous allez avoir très vite des conflits. Et ce qui est rigolo, c'est que avec la première approche de NPM, alors ok, c'était très volumineux, mais au final, cette notion de conflit, en fait, elle n'existe pas. Chaque package a les dépendances qu'elle a besoin pour fonctionner, et chaque dépendance est isolée, en fait, des autres. Et je trouve ça quand même assez intéressant. Effectivement, et le problème, c'est que ça prenait énormément de place. À chaque fois, comme je le disais tout à l'heure, les mèmes de Node, quand vous supprimez vos nodes parce que vous avez un projet, on va dire, moyennement complexe, c'est pas des mégaoctets que vous allez supprimer, c'est des gigaoctets. Donc déjà, la dimension n'est pas la même. On peut parler aussi de NPM version 1. On avait également un gestionnaire de paquets qui s'appelait Bower. Tu l'as utilisé à un moment donné sur un projet. Et est-ce que tu te souviens pourquoi on utilisait Bower ? J'ai utilisé un tout petit peu, mais c'était pour résoudre des dépendances, mais uniquement front, en fait. Eh bien, c'est ça. C'est qu'en fait, à l'époque, on utilisait traditionnellement, j'insiste sur le mot traditionnellement, parce qu'il n'y a pas de raison spécifique, on avait Bower qui, lui, gérait les dépendances qui sont à la fois de framework front, librairie, assets, utils, et ensuite qui les installait. Et vous aviez NPM qui, lui, s'occupait de tout ce qui était dépendance de back-end. Alors, évidemment, Bower n'est quasiment plus utilisé aujourd'hui, mais il existe encore. Voilà. Et contre oui. toute attente. Ouais. Voilà, pour information, Bower, en fait, ça fait partie de l'initiative Twitter Open Source. Donc voilà, donc dans les choses intéressantes qu'ont fait les gens de chez Twitter en termes d'open source, y a Bower. Alors, donc, le problème principal de NPM version 1, c'est que ça faisait beaucoup de packages. Donc, ils se sont dit, en version 3, on va essayer de l'améliorer en aplatissant cet arbre de dépendance et en essayant de fixer ce problème-là. Donc, ça veut dire qu'on passe d'une architecture qui était vraiment très profonde, avec des packages qui étaient imbriqués, avec plusieurs niveaux de non-modules. On installe tous les packages au même niveau. Et par exemple, un package A qui existe en version 1, si le package B, par exemple, a besoin d'un package A, mais lui, en version 2, alors il ne l'installera pas au même niveau, mais il l'installera à ce moment-là dans son node module à lui. Ce qui fait qu'on a vraiment l'installation toute à la même racine, sauf les packages qui ne sont pas de même version. Voilà ce qu'essaye de proposer la version 3. Mais du coup, comment ça marche ? Parce qu'il y a une partie sur les versions majeures, on voit très bien qu'on peut le faire, mais où est-ce qu'on met le seuil sur les compatibilités, sur les versions mineures, les fixes ? Tu viens de mettre le doigt sur le problème de la version 3, parce qu'en fait, il fallait que la librairie soit bien écrite, entre guillemets. Quand vous faites, votre package, j'ai besoin de tel package de la version 1 à la version 3, parce qu'après, il y a des breaking changes qui, du coup, font péter le projet. Si les gens ne respectent pas bien ça, et on ne peut pas forcément faire confiance à quelqu'un qui développe son propre logiciel, il l'a pas forcément vu, il est humain aussi, eh bien, des fois, on avait des résolutions de paquets bizarres et des installations de versions qui étaient pas bonnes. Cette arborescence-là était compliquée à modifier ensuite. Oui, d'accord. Donc en fait, c'est que tout le monde devait jouer le jeu du SEMVer
Bon, une problématique qu'on a encore un peu aujourd'hui, mais là, à ce moment-là, c'était vraiment difficile et c'était peut-être aussi les débuts. Peut-être pour ça aussi que c'était difficile. C'est ça. Aussi, la façon dont NPM faisait le choix d'installer ses dépendances, eh bien, effectivement, les nodes modules n'étaient pas installés de la même façon. Et en plus, à cette époque-là, si je me souviens bien, il n'y avait pas de package lock. Exactement. À quoi sert un package lock aujourd'hui, Denis ? Du coup, package lock, pour le décrire simplement, c'est juste un snapshot en fait d'une résolution de nos dépendances. Une résolution complète, hein, donc dépendance, sous-dépendance, etc., etc. Et donc, du coup, c'est juste un graphe qui représente ce qu'on a dans notre dossier, notre module. Exactement. Et de cette façon-là, on va pouvoir rejouer à l'infini, quoi. Exactement. Et je vous dis, ce problème-là, c'est que ça peut arriver sur vos postes de travail. Quand vous avez un collègue qui fait NPM install et que vous le faites, mais ça ne fonctionne pas parce que vous avez un problème de package. Alors imaginez les CI, elles qui doivent installer en continu vos projets, vos dépendances, les packager et ensuite et ainsi de suite. Si elles ne peuvent pas rejouer exactement ce qui a été installé, ça faisait énormément de problèmes. Et à l'époque, sans le package lock, j'en ai vécu justement sur des CI qui n'installaient pas dans le bon ordre parce que des fois, c'était aussi pas la bonne version de Node. Et justement, en parlant de package lock, c'est pas NPM qui est l'initiateur de ça, c'est un gestionnaire de paquets qui s'appelle Yarn, Denis. Exactement, en fait, au début, Yarn, en fait, ils sont arrivés pour, grosso modo, 2 raisons. La première, c'est une meilleure performance, parce qu'à l'époque, c'était NPM 4, si je ne me trompe pas, qui faisait le boulot, mais qui pouvait avoir des problèmes de performance. On connaît encore aujourd'hui les soucis de performance qu'on peut avoir, alors qu'il y a eu énormément d'avancées qui ont été faites. Et la deuxième raison d'être de Yarn, c'était aussi un petit fichier qui s'appelle yarn.lock, et qui était, à l'instar du package lock, une résolution en fait de nos dépendances. Et donc, Yarn, en fait, il commence à faire du bruit, évidemment, parce qu'il est plus rapide et il est plus pratique. Et donc, en fait, les gens qui travaillent en faisant de la CI déjà sur leur partie front-end ou même pas, juste sur leur projet JavaScript, et en fait, quand ils découvrent Yarn, c'est incontournable, en fait, en 2016. On est presque obligé de passer dessus, en fait, tellement c'est avantageux par rapport à Node. Donc c'est Facebook qui l'open source en fait le 18 juin 2016 et derrière c'est comme tu le disais une énorme révolution puisque non seulement on a un yarn lock qui va nous permettre de checker les libs qui sont installés, checker les checksums, faire une diff et regarder ce qu'il a vraiment besoin d'aller récupérer. Et en plus de ça, non seulement il le fait bien, mais en plus il installe les packages en parallèle. Ce qui peut paraître con de se dire qu'on peut pas optimiser en parallèle, mais NPM ne le faisait pas. Et la différence d'installation était monstrueuse. Et donc, on continue notre avancée dans le temps. Donc là, 2016, on a vu sortie de Yarn. 2017, NPM 5, qui rattrape une partie de son retard et qui offre une génération automatique d'un package lock. Donc voilà, donc là NPM revient un peu dans la course. Dans la course en fait, c'est une réponse directe au yarn.lock et il se cache pas, c'est vraiment la réponse. Et on a un challenger qui arrive. Exactement, qui s'appelle PNPM, qui est du coup le doppelganger de NPM, qui lui se dit, ok, alors c'est lui qui se dit, c'est Zoltan Kochan, qui blogue justement en ce juin 2017. Ah mais en fait, NPM, la base, elle était sympa quand même d'avoir vraiment une segmentation de ces versions et pourquoi on ne reviendrait pas à cette fonctionnalité ? Et donc lui, il se met en tête de se dire, ok, on va reprendre un petit peu ce qui était fait chez NPM, mais on va l'améliorer. Et donc du coup, l'objectif, comme tu le dis, c'est de l'améliorer et les métriques sont au final assez simples. Le but, c'est d'être 2 fois plus rapide que la concurrence, donc que Yarn et NPM, et ça c'est un but qui est clairement affiché, c'est-à-dire que si vous allez sur le site de PNPM, parmi les pages de documentation, il y a une page benchmark où en fait c'est concours de quéquette. Voilà. On va pas se le cacher. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Concours de est-ce que j'ai du cache, est-ce que je suis en train de faire une update de package, une install de package, est-ce que j'ai déjà des nodes modules, etc. Et tous les scénarios sont étudiés. Et ensuite, on regarde qui c'est qui est le plus rapide. Et vous vous rappelez de ce qu'on disait de NPM avec l'installation de nodes modules dans des nodes modules dans des nodes modules, ce qui était lourd. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est que
pour chaque librairie installée en dépendance, on n'aura qu'une seule copie sur le disque dur. Et imaginons, on va reprendre notre histoire de package A, package B. Si le package A, on installe le package B qui a besoin d'une version différente du package A, eh bien, on va l'installer sur le disque dur. Et lui, on va lui mettre un raccourci. Un peu comme les inodes, je ne sais pas si vous connaissez un peu en programmation système Unix, et fortiori Linux, mais c'est un peu les mêmes problématiques de lien symbolique. Voilà, lien dur, ouais, c'est ça en français. Et bien ici, en fait, on va essayer de le résoudre avec PNPM. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, et puis après, évidemment, en plus de la rapidité, il y a aussi l'efficacité. Donc, ce que tu disais avec éviter d'avoir 50 000 versions, et puis surtout aussi avec des multiples projets. Du coup, si vous avez plusieurs fois un front avec le même framework, et en fait, vous allez les stocker qu'à un seul endroit. Vous n'allez pas avoir 36 000 repos. Exactement. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas installé une seule fois dans votre projet, mais bien sur votre disque dur. C'est-à-dire qu'il y a un système de cache, évidemment. C'est ni plus ni moins que ça. Un des derniers aspects qui est quand même assez important avec PNPM, c'est la notion d'isolation. Ce que je disais au tout début avec NPM V1, la version initiale, c'est que en fait, il y avait une certaine isolation en fait des packages, et ce qui fait que vous, quand vous installez votre version de vue, imaginons, vous n'allez pas tirer la version Webpack 4.70 parce que vous avez une autre dépendance qui vous a dit que moi je voulais du Webpack 4, quoi. Et donc là-dessus, ça résout énormément de problèmes de conflits, mais en général ça se traduit aussi par plus de place, comme NPM 1. Et ici, le parti pris, c'est de se dire, sur notre poste de dev, on va peut-être avoir plusieurs projets. Et donc, au lieu d'avoir des dossiers qui font 500 mégas, 2 gigas dans chaque projet qu'on va avoir, en fait, on va avoir un référentiel commun avec toutes les versions et tout ce qu'on va utiliser en fait comme dépendance. Et après, ça sera juste des liens, en fait. Et donc, si on continue un tout petit peu notre avancée dans le temps, au final, ça c'était en 2017, c'était il y a 5 ans. Oui. Et c'est triste de se dire qu'avant ça, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, on souffrait le martyre, faut pas se cacher. 2018, il se passe quoi ? Au final, pas grand-chose, à part NPM 6. L'intérêt de cette version, c'est vraiment la sécurité. Donc, on va bosser sur la sécurité des dépendances, checker en fait les vulnérabilités qu'on va avoir sur nos dépendances, et donc c'est l'arrivée du NPM Audit, Audit Fix et compagnie, qui vont nous donner des petites métriques aussi. Voilà, les CVE, c'est les codes pour donner des failles de sécurité qui sont connues. Et du coup, vous allez pouvoir avoir un certain nombre d'informations comme ça sur vos dépendances, et donc même si vous êtes frileux à certains moments de montée de version, au moins faire les versions patch de sécurité, au moins ça va améliorer la sécurité de votre applicatif que vous allez livrer en fait à votre client. On avance encore un peu dans le temps, et là on va reparler un petit peu de runtime JavaScript avec le fameux Deno dont on a parlé tout à l'heure. Toujours créé par un certain Ryan Dahl le 13 mai 2018. C'est pas si vieux, mais en même temps, ça a pris le temps quand même pour qu'aujourd'hui on soit en version 1.26 et qu'il y ait des trucs quand même sympas à faire avec. Donc c'est quoi le pari de Deno ? C'est de se dire, on va réécrire de la base avec comme base un V8 comme Node, mais surtout avec l'implémentation du langage de programmation Rust. Alors est-ce que Denis, toi tu sais comment Deno fait pour gérer ses dépendances ? Je crois qu'il récupère, en fait les dépendances c'est juste des liens HTTP et qu'il récupère et qu'il se débrouille avec ça. Exactement, ça ressemble un petit peu à si vous avez une distribution Linux, vos repos de dépendance, en fait tout simplement. Vous allez avoir des fichiers, alors là ce que je peux lire c'est des deps.ts, donc des fichiers TypeScript, où vous allez chercher en fait directement les URL de vos dépendances. Et lui, derrière, en fait, au moment de l'exécution, il va faire un bundle, il va directement injecter ce dont vous avez besoin, en tout cas ce dont vous avez déclaré l'utilisation dans votre application. Donc on a vraiment, je dirais pas une simplification de la gestion mais on n'a tout simplement pas. On n'a pas de gestionnaire de paquets. Voilà, c'est à vous d'aller inscrire directement vos dépendances.
Alors jusqu'à maintenant, on a parlé de Yarn 1 ou Yarn classique, et il y a une deuxième version de Yarn, ça s'appelle Yarn 2, spoiler alert, attention, la version suivante, qui est vraiment différente au niveau du fonctionnement. Il y a vraiment un point de rupture sur ce Yarn 2. Oui, voilà, c'est ça. En fait, le Yarn 2, déjà, en fait, il y a une partie qui est en plus de Yarn 1, c'est que c'est plus uniquement un gestionnaire de paquets, mais aussi un gestionnaire de projet. Donc ça veut dire qu'on va avoir des notions de workspace, qu'on va pouvoir initier des monorepos dessus. Donc ça, c'est une première fonctionnalité qu'il n'y avait pas dans Yarn 1. Et en fait, du coup, faut voir que Yarn, en fait, ils essayent vraiment de tacler NPM, de prendre ce marché-là, entre guillemets. Alors que PNPM, eux, ils se présentent juste comme manière de résoudre les paquets de manière efficace. Donc ils ne font pas les problématiques de registry et ils ne font pas les problématiques de gestion de projet. Ils font juste gestion des dépendances, comment les résoudre au mieux et au plus vite. Voilà. Et donc Yarn, du coup, comme il se place en concurrent de NPM, donc du coup ils vont intégrer, côté NPM il y a la même chose, les notions de workspace en fait. Donc on va pas forcément épiloguer là-dessus parce que c'est pas forcément le sujet, mais c'est comment on fait des monorepos dans des projets JavaScript, grosso modo. Oui, c'est ça. Et autrement, dans les autres fonctionnalités de Yarn 2, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Plug and Play, qui est une autre manière de gérer les dépendances. Là, c'est pareil, c'est très verbeux. Il y a beaucoup de choses en fait à dire sur le Plug and Play. L'idée, c'est de se poser la question de est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir un dossier de cache local, est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir des contrôles un peu plus stricts qui vont interdire d'accéder d'installer certains packages qui ne sont pas dans les listes des dépendances d'autres packages et des choses comme ça. Bon. Mais avant de conclure, j'aimerais échanger avec toi, Benjamin, sur un sujet qui, moi, quand même, me touche beaucoup, parce que la gestion des dépendances, on a vu là NPM, Yarn et PNPM, mais j'aimerais bien discuter aussi de la base, vraiment les nodes modules, comment ça fonctionne, et un peu des travers, en fait, des dérives qui sont là à cause des nodes modules, parce que on a pas mal de problèmes, on a parlé de conflits ou de choses comme ça, ou de taille ou de temps pour résoudre les nodes modules, mais si on prend Composer en PHP ou alors Maven en Java, le problème se pose pas. Il me semble pas, de la même façon en tout cas. Voilà. Non, c'est sûr. Voilà. Et donc du coup, d'où ça vient déjà ? J'ai envie de dire ce bazar-là, parce qu'au final, quand on prend du recul, même encore aujourd'hui avec du NPM 8 ou du Yarn 3, bon, Yarn 3 c'est pas aussi breaking que Yarn 2, c'est dans la continuité, mais voilà, donc NPM 8, la dernière version de PNPM ou Yarn 3, on a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire que les nodes modules sont obèses, on va pas les appeler autrement, on peut avoir des conflits, je pense que ça doit te parler l'instruction override que tu peux mettre dans ton package JSON pour NPM 8, qui permet de dire, tiens, quand j'ai plusieurs versions, ça permet de dire, quand tu dois choisis celle-là. En fait, je pense que tu veux parler potentiellement de la résolution de package tout simplement avec Node, quand tu fais les imports. Alors attention, là, j'ai eu un flash dans ma tête où, attention, il y a plein de choses encore à dire sur comment on résout des packages dans un fichier .js, par exemple. Est-ce qu'on utilise du require ? Est-ce qu'on fait du import ? Ou est-ce qu'on fait du .mjs ? Il y a toute une histoire. Là-dessus, c'est vrai. On va peut-être pas forcément parler de ça, mais... Mais voilà, quand vous faites import votre librairie from à l'endroit où ça se trouve, comment fait Node pour résoudre ça ? Je pense que justement, le problème que tu viens d'évoquer, c'est qu'il doit faire un choix à un moment donné. Oui, exactement. Voilà, comment il va faire ce choix ? La stratégie, tu viens de m'en parler d'une, c'est que quand tu fais un override, on prend automatiquement ça. Mais parfois, c'est pas le cas et il choisit pas la bonne chose. Notamment si, par exemple, là on va parler encore de notions logicielles avec les namespaces, les espaces de nom, mais si vous avez une librairie ou un objet qui s'appelle de la même façon dans 15 librairies, quand vous faites votre import, mais parfois c'est pas le cas. Ouais, c'est pas aussi là évident. Vous avez la surprise, quoi.
Et mine de rien, ouais, les problèmes qu'on vit aujourd'hui, c'est quand même un agrégat en fait de plusieurs problèmes. Typiquement, quand on regarde les dépendances, et c'est pour ça que je trouvais l'approche de NPM v1 hyper intéressante. NPM v1 disait toutes les dépendances sont isolées. C'est ça. Mais j'ai envie de dire, il y a un choix qui est encore plus structurant en fait. Pourquoi ce problème de librairie isolée existe ? C'est aussi parce que chaque projet va résoudre l'intégralité du graphe de dépendance. Vous installez Vue, vous allez avoir besoin d'une autre librairie, qui va avoir besoin d'une autre librairie, et qui va tirer la petite librairie HTTP que tout le monde utilise. Exactement. Et en fait, ça, c'est un choix qui a été fait il y a très longtemps. Et quand on regarde d'autres solutions, je parlais typiquement tout à l'heure de Composer. Composer, vous utilisez telle librairie et terminé en fait. Et en fait, vous n'avez pas forcément toute la dépendance. Ou en Maven, c'est pareil en fait. On a aussi une particularité, c'est qu'en JavaScript, on a un langage qui est exécuté et qui n'est pas compilé. Et tu vois, je pense que quand tu es en PHP, par exemple, avec Composer, on a quand même derrière du C, c'est des libs compilés en fait que tu viens tirer parfois. Tu viens pas tirer des points PHP, même si tu peux importer des fichiers .php et l'exécuter ensuite. Mais quand tu tires des libs, tu tires des fichiers, des binaires en fait. Oui, des binaires précompilés, etc. Nous, un des binaires qu'on connaît le plus, c'est SAS. Aujourd'hui, qui a été refait avec du C, des trucs comme ça. Mais à l'époque, on faisait ça avec du Ruby. Enfin voilà, vous voyez qu'il y avait plein de dépendances que Node ne tire pas que forcément des fichiers JS. Il peut tirer aussi des binaires. Mais là, on parle vraiment dans le cas de JavaScript. On va tirer un fichier qu'on va exécuter. Voilà. Donc c'est aussi cette particularité-là. Et c'est déjà la fin de ce podcast. Je suis sûr que vous ne vous êtes pas ennuyés. Puis j'espère que vous allez faire beaucoup de nodes et d'installations avec des nodes modules pour saturer votre disque dur. Voilà, et n'hésitez pas à essayer tous les gestionnaires de dépendance. Tous. Y compris Bower en premier, et gardez-le pour votre projet en production. Surtout. Non, blague à part, en préparant ce podcast, ça m'a quand même donné pas mal envie de tester PNPM. D'un point de vue personnel et professionnel, j'ai testé du Yarn, j'ai testé du NPM depuis la création de NPM, et très peu finalement de PNPM. Et toi, Denis, qu'est-ce que tu en as pensé justement de PNPM, ou même un autre truc que tu aurais envie d'essayer Parce qu'on a compris que t'aimais pas du tout les nodes modules, ça, il n'y a pas de problème, on a compris. Non, après, je suis bien obligé de vivre avec. Clairement, PNPM, je pense que je vais faire un tour, parce que bon, Yarn, comme beaucoup, on a essayé, parce qu'on a vu les articles qui disaient NPM, voilà, c'est lent, c'est machin. Aujourd'hui, je me cache pas, je fais du NPM 8 tous les jours. Pareil. Non, parce que ça vient avec Node, et que aujourd'hui, NPM 8 est à peu près satisfaisant, j'ai envie de dire. C'était pas forcément le cas avant. Mais par contre, ouais, PNPM, pourquoi pas essayer, voir ce que ça donne dans un contexte réel, quoi. Et sinon, moi, je me pose aussi des questions sur comment ça pourrait être mieux. Alors, il y a une première approche qui est celle de Deno qui me plaît beaucoup, c'est de se dire, on part de la feuille blanche et on part de nos expériences. Et donc là, du coup, on sait que les nodes modules, c'est compliqué, donc on va faire autrement. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait autrement. Mais autrement, je me dis aussi, quand on regarde les nodes modules, est-ce qu'en fait, on utilise aujourd'hui beaucoup de bundlers, est-ce qu'aujourd'hui, les librairies, on pourrait les packager sans leur dépendance ? C'est-à-dire que du coup, tout comme on livre notre applicatif aujourd'hui sans les nodes modules, ça c'est quelque chose qui est maintenant répandu absolument partout, mais aujourd'hui vous construisez votre front, votre back, ce que vous voulez avec du node, et en fait vous ne livrez plus les nodes modules, ou ça arrive quelques cas, mais c'est vraiment très rare. Le packaging des librairies, le packaging des dépendances, pourquoi on ne pourrait pas faire de même ? C'est-à-dire que par exemple, le packaging de Vue, je n'ai pas besoin de savoir qu'ils utilisent Lodash. En fait, les 2-3 helpers qu'ils ont utilisés de Lodash dans Vue, en fait, ils sont injectés, et le reste de Lodash est trichecké, et du coup ne dépend plus. Et donc quand j'installe Vue, j'installe Vue. Et j'installe pas Vue, Lodash, HTTP machin,
et d'autres dépendances en fait. Ça c'est peut-être une approche aussi qui pourrait aider à assainir. Ça ressemble finalement à des binaires en fait. Ouais, c'est ça. Sans être des binaires, mais voilà, c'est-à-dire qu'on va essayer de minifier potentiellement notre librairie en un point JS quoi. Ouais, c'est avec l'essentiel de ce qu'on souhaite. Ou même plusieurs fichiers. L'idée c'est pas forcément d'en avoir qu'un seul des fichiers, mais c'est juste de plus avoir dans le paquet JSON d'une dépendance, d'autres dépendances en fait. Merci de nous avoir écoutés. Vous nous retrouvez bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, mais également sur LinkedIn, si jamais vous avez envie de nous parler. Vous avez toutes les informations dans les notes de l'émission, y compris comment nous contacter. Et si vous avez des idées de prochains sujets sur lesquels on pourrait se pencher avec Denis, eh bien écoutez, vous avez les commentaires sur Spotify et Apple. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser des commentaires et des 5 étoiles, ça nous ferait très plaisir. Et par contre, contrairement à l'épisode précédent, on va pas vous teaser le prochain épisode. Ça sera surprise. D'accord, écoute, je ne le sais pas non plus Denis, donc ça sera une très belle surprise du coup. On vous dit à la prochaine, salut. Salut.